bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Aujourd'hui, je reçois une personne extraordinaire avec un talent fou. Je reçois Madame Manon Cortez, formatrice financière au sein de l'entreprise Éducation M. Cortez. Yes. Alors, qu'est-ce que ça fait, l'éducation M. Cortez? Alors, le but, c'est de pouvoir vulgariser en fait la gestion financière, ce que des conseillers financiers ne prennent pas nécessairement le temps de faire, parce que leur objectif à eux, c'est de faire de l'argent avec votre argent. Et moi, ce que je veux offrir avec Éducation M. Cortez, puis avec toutes les personnes qui vont m'accompagner très bientôt, l'objectif, c'est de répondre à vos besoins pour que vous puissiez savoir quel produit va vous convenir quand vous allez arriver chez un conseiller financier. Boum! Alors, on rentre dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Merci beaucoup, Manon. Ça fait plaisir. Très belle introduction. Très bonne introduction. Oh my gosh. Lâche pas. Très bonne introduction en passant. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité aussi. C'est vraiment le fun de pouvoir partager ça avec des gens au niveau de l'immobilier. C'est très agréable. C'est exactement ça, comme quand je t'ai connu, puis avec ton expertise, avec qu'est-ce que tu fais, je me suis dit, c'est clair, il fallait que je t'invite. C'est clair qu'il faut que justement le maximum de gens puissent avoir la bonne information. C'est le but de mon émission, justement, avoir la bonne information pour que les gens puissent avancer et réaliser leurs futurs projets, justement. Puis oui, tu travailles dans les finances, mais les finances touchent directement l'immobilier parce que si tu n'es pas structuré financièrement, si tu n'as pas une bonne gestion financière à la base, ben, tu ne pourras jamais devenir propriétaire. Ou tu vas devenir propriétaire, mais au premier pépin, à premier souffle qui va te tomber dessus, tu ne vas pas être en mesure de pouvoir passer au travers et tu vas devoir vendre ta maison ou être endetté à un point où tu ne seras plus capable de gérer tes propres finances, que ce soit ton auto, tes enfants ou quoi que ce soit. Donc le but, c'est de vraiment créer une situation de sécurité. On veut, chez Éducation M. Cortez, être certain que tu sois en mesure de te sentir bien, de trouver ça agréable de faire un budget, puis de trouver des avantages qui vont te rapporter. Okay. Donc, je ne sais pas si je peux me permettre de partager une expérience. Ben oui, dans le fond, j'allais dire, je ne sais pas si ça touche avec pourquoi tu fais, qu'est-ce que tu fais, mais c'était ma prochaine question. Pourquoi que tu t'es lancé là-dedans? Ben, en fait, moi, j'ai acheté ma première maison il y a 1 an et demi, à peu près, exactement en 2017. Et on était très fiers, mon chum puis moi, on a travaillé très, très fort, très longtemps aussi pour y arriver. Et bon, la vie étant ce qu'elle est, la compagnie pour laquelle mon chum travaillait a fermé ses portes. Donc, il a été mise à pied une première fois. Pendant cette période de temps-là, ça lui a pris du temps avant de recommencer. Il était dans le domaine de l'aviation, donc il avait la misère à retrouver du travail pendant cette période-là. Il y a eu toutes sortes de séries d'événements, des gens malades, des dépressions, tout notre entourage, c'était très difficile. Et quand il a fini par récupérer son emploi, ben, l'estime était un peu difficile. Moi-même, on avait commencé à serrer un petit peu la ceinture pour passer à une étape suivante. Et on s'est dit, bon, tu as perdu ton emploi, mais il y a le chômage qui nous aide un petit peu. Ça allait bien jusqu'à temps qu'il se fasse réengager par la firme et par la compagnie en question et qu'il reperde encore son emploi parce que là, c'était la fermeture définitive. Et là, il a fallu se réajuster. Notre fonds d'urgence, dont on va parler tout à l'heure, commençait à s'amoindrir. Un fonds d'urgence, c'est un montant d'argent qu'on met de côté pour s'assurer que peu importe les bad luck ou les mauvais coups de la vie, les jeux du sort nous arrivent, on soit quand même capable de passer au travers. Puis, avec ces bagages-là, éventuellement, c'est moi qui ai dû quitter mon emploi, qui a dû perdre mon emploi. Donc là, on arrivait à un point où, vraiment, stratégiquement parlant, financièrement, j'aurais pu perdre ma maison. Donc, en 1 an et demi, 3 pertes d'emploi, diminution de salaire de moitié régulièrement. À chaque fois, je suis passée au salaire minimum. Puis, quand que j'ai acheté la maison, Christopher, j'avais fait un budget tellement élaboré avec tout ce qu'on doit savoir sur l'achat d'une maison avant de le faire. Et j'avais toujours mis un petit peu plus d'argent dans cette gestion de budget-là, ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui,
en fin 2018, on a encore la maison. Notre fonds d'urgence, on recommence à le reconstruire. Mais si on n'avait pas fait ça au début, si on n'avait pas pris la peine de vraiment gérer toutes nos dépenses, on aurait probablement été obligé de retourner en appartement très rapidement. Puis en plus, des fois, c'est même pas évident parce que l'immobilier, on est souvent gagnant sur le long terme. Donc, c'est sûr qu'en 2017, leur vendre à l'intérieur de 1 an, 2 ans, il n'y a pas de profit, peut-être vendre à perte ou même pas être capable de vendre. Pas juste ça, il y aurait eu des pénalités au niveau de la banque aussi. Donc, perdre votre mise de fonds. Donc, c'est très brillant de ta part d'avoir pensé à avoir un fonds d'urgence parce que je suis sûr et garanti que c'est pas tout le monde qui a un fonds d'urgence, lorsqu'ils achètent leur première maison. Non, absolument. Puis ce qui est intéressant avec le fonds d'urgence, c'est que ça a commencé avec mes parents. Donc les fonds d'urgence, j'ai commencé à les développer quand j'ai eu une voiture. Okay. Mes parents m'ont dit, là, c'est bien, tu as une voiture. Si tu veux une voiture, il faut que tu prennes tout de suite en considération. C'est la première chose qu'ils m'ont dit, que ça va te coûter du gaz. Tu vas devoir payer tes permis, tes assurances. C'est pas eux qui payaient, c'est moi. Donc, je voulais une voiture. Ça vient avec des prix fixes qu'il faut prévoir à l'avance. Puis quand on sait ça à l'avance, puis qu'on se dit, bon, pendant l'année, ça me coûte tel montant. Si je divise ça par le nombre de mois ou le nombre de payes que j'ai, combien d'argent je devrais mettre pour chacune de ces périodes de paye-là, de côté juste pour l'auto, juste pour l'essence. C'est comme une sorte de discipline qu'il faut acquérir. Effectivement, c'est comme l'entraînement physique, c'est comme dans tout, si on veut créer des nouvelles habitudes, ben c'est des nouvelles... Absolument, puis l'avantage de commencer jeune, comme j'ai commencé à 16 ans, j'ai eu ma première voiture à 17 ans, là, mettons, mais il reste que dès que je travaillais, je savais que tel montant d'argent était mis de côté pour ces dépenses-là, ce qui faisait en sorte que finalement, c'était plus vraiment un problème pour moi quand j'ai commencé à avoir d'autres dépenses. Je savais automatiquement que ce que je faisais, c'était pour la voiture, puis le surplus allait être pour mes dépenses personnelles ou pour mes activités ou éventuellement partir en appartement. Donc, tu sais, partir en appartement, c'est une autre chose aussi. Quand tu décides de partir en appartement, est-ce que tu as ton équipement pour la cuisine? Est-ce que tu as déjà tes meubles? Est-ce que tu décides de les acheter neufs puis bien mal partir dans ta vie? Parce que tu commences déjà à t'endetter, ou tu prends la laveuse que tes parents veulent plus, ou eux vont profiter pour en acheter une neuve parce qu'ils vont te faire plaisir. Mais c'est un choix de vie. Il y en a des gens qui aiment l'esthétique, qui aiment que ce soit beau, qui aiment que ce soit neuf. Ils aiment que ce soit neuf, mais qui partent dans la vie avec une épine dans le pied. Oui, tout à fait, tout à fait. Les gens ne se rendent pas compte, mais ça peut les faire partir de reculons au lieu qu'ils pensent que oui, c'est beau, c'est neuf, c'est branded new, mais que dans le fond, c'est juste... comment je pourrais dire? Ils ralentissent leur processus d'enrichissement, si on pourrait dire ça comme ça. Absolument. Puis ce qui se passe aussi, c'est que le fonds d'urgence, ça sert justement à ces achats-là, quand ils vont être désuets, quand ils vont être brisés. Quand ton réfrigérateur va plus fonctionner, c'est plate, mais tu as besoin d'un nouveau réfrigérateur. Donc, c'est pas comme une voiture où tu peux dire tu peux prendre le transport en commun. À moins que tu sois l'hiver, tu peux mettre ta nourriture à l'extérieur temporairement. Mais il reste que si tu n'as pas mis d'argent de côté, ça te fait un trou dans ton portefeuille, puis tu as tendance généralement à aller mettre cet argent-là sur ta carte de crédit si tu n'as pas de fonds d'urgence. Ce qui est triste avec les cartes de crédit, c'est que si tu as réussi à trouver le meilleur solde pour ton réfrigérateur dans un magasin, ben ton meilleur solde, il sert à rien parce que tu vas payer des intérêts qui vont te faire augmenter ta facture sur le long terme, à moins d'avoir un 0% d'intérêt, là, ce qui est vraiment recommandé. Oui. Je vous le souhaite, puis je vous incite fortement à négocier ça si jamais ça vous arrivait. Mais il reste que il y a moyen de mettre de l'argent de côté. Dans son compte de banque ou dans un compte épargne ou dans un compte dans une autre institution financière que tu sais que tu ne toucheras pas, qui va te permettre de pouvoir justement pallier à des problèmes comme ça. Exact. Puis par rapport à la maison, justement, par rapport à l'achat d'une maison, le fonds d'urgence, c'est quoi les stratégies par rapport à ça que tu as pour les gens? Bien, déjà, il faut que, avant même que tu décides d'acheter une maison, c'est de savoir c'est quoi les frais que ça va te coûter. Okay. Donc, les frais de notaire, les frais d'inspection. Ça va te prendre aussi frais de notaire, frais d'inspection, ça va te prendre de l'argent pour pouvoir faire déneiger ton stationnement. Combien ça va te coûter? Ouais, les taxes. Tes taxes de bienvenue, tes taxes municipales, tes taxes scolaires. Ça, c'est toutes des informations que tu es capable d'avoir en faisant des recherches sur Internet ou en parlant avec ton courtier immobilier. Exact. Et
Il y a les coûts fixes aussi. Ben, les coûts fixes, donc l'hypothèque, l'hydro, le chauffage, l'électricité, les rénovations, ça c'est pas fixe, c'est variable, ça va dépendre. Si ton toit se met à couler, mais malheureusement, si tu le répares pas tout de suite, tu vas avoir de la moisissure, tu vas avoir des plus gros dégâts, tu vas avoir plus de choses à réparer. Puis même si avec l'assurance couvre, mais la prime d'assurance va élever, fait que si on l'avait pas calculé, puis on était serré financièrement. Puis on n'en a pas parlé, hein, les assurances augmentent à chaque année. En plus, puis les taxes. Les taxes augmentent à chaque année, donc ça c'est toujours quelque chose qu'il faut prévoir. Donc à chaque année, quand tu t'assois pour faire un budget, pour t'assurer, parce que c'est ça le but, c'est t'assurer qu'il n'y ait jamais plus personne qui va te prendre au dépourvu au niveau de ton argent. Il faut toujours que tu en mettes un petit peu plus qu'est-ce qui est marqué sur ta facture. Parce que justement, en mettant toujours un petit peu plus sur ta facture, Christopher, ça te donne l'avantage de dire « Hey, je suis déjà en train de faire un fonds d'urgence pour mes assurances. Si, admettons, pendant un mois, on est serré financièrement, ben, hey, les 5 $ qu'on a mis à chaque mois, ben, ça fait un paiement mensuel de plus. L'hypothèque, même idéalement, ça c'est mon objectif personnel pour moi-même maintenant, c'est de réussir à mettre au moins l'équivalent de 3 mois de paiement fixe de côté. Parce que 3 mois, c'est une bonne période de temps pour trouver un emploi qui n'est pas celui d'aller travailler chez le premier restaurateur disponible. Ça permet de se faire voir, de créer nos documents, nos CV, puis de se remettre à jour. Mais en faisant 3 mois d'argent dans notre compte de banque, ce qui est fun, Christopher, c'est qu'on a l'impression d'avoir le contrôle, d'avoir le pouvoir. Parce qu'on se dit, cet argent-là, il est là, il ne bouge pas. Un jour, je vais avoir un pépin, je vais être capable de me relever puis d'être en mesure de quand même continuer à avancer puis de conserver ma maison. Parce que y a tellement de gens qui vivent près de leurs sous, qui ont l'avantage de voir plein d'activités dans leur vie, mais qui risquent de perdre leur toit à n'importe quel moment, ou de manger des spaghettis pour le restant de leur jour, ou de mettre sur les cartes de crédit. Mais à ce moment-là, c'est des choix, c'est des décisions qu'il faut prendre. Ce qui est difficile dans la vie, tu sais quoi le pire? C'est quoi? C'est la pression sociale. Aussi. Les gens qui Big time. t'appellent. Les gens qui disent « Hey, viens donc manger au resto avec nous. » Ouais, mais j'arrive pas à faire le paiement de mon hypothèque. Viens donc manger chez nous à la place, on va se faire un plat de pâtes, on va se faire une activité, on va faire... Souvent, il y a le préjugé que c'est comme... pas cheap, là, mais... Ouais, on veut épater la galerie ou... On veut épater la galerie, mais au bout du compte, la galerie est probablement dans la même situation que toi, puis elle essaye de t'épater toi. Donc, c'est des beaux choix de vie qu'il faut prendre, puis peu importe ce qu'on prend comme décision au niveau de notre argent, ben on est capable de revirer ça en positif. C'est ça qui est merveilleux. Et on crash à un moment donné, comme un château de cartes. C'est pas pour rien qu'on a les cartes en avant de nous ici, là. C'est comme un château de cartes. Quand tu construis ton château, ça peut ne pas fonctionner du premier coup, ça peut être plus difficile, ça peut demander un équilibre, une gestion. Mais une fois qu'il est monté, on est super fiers. Puis quand on a des bad luck qui se détruisent, on le recommence, on repart du bon pied. Puis, Exact. Puis c'est à ça que ça sert le fonds d'urgence, parce qu'avoir un fonds d'urgence, ben, ça permet que si jamais il s'effondre, si jamais on fait face à des tempêtes, que c'est garanti qu'on va faire face à des tempêtes, parce qu'il n'y a rien de garanti à part payer des impôts puis de mourir un jour. On est d'accord. Mais si jamais il y a une bad luck qui arrive, quelque chose, un imprévu compromettant, ben au moins ça nous permet de rester debout. Ben, que ce soit les maladies, aussi, que ce soit les deuils, les pertes d'emploi, l'invalidité. À un moment donné, tu as beau pouvoir travailler, mais si physiquement tu as les 2 jambes cassées, tu peux plus faire ce que tu faisais nécessairement. Donc ça prend du temps pour s'en remettre. Puis ce qui est tabou, Christopher, c'est à quel point c'est émotif, la gestion de l'argent. Ben oui, c'est tabou. À quel point les gens n'en parlent pas. Tu veux savoir c'est quoi le salaire de l'autre qui travaille avec toi, qui est supposé être le même. On ne peut pas t'en parler, tu sais. Ou c'est encore pire, parce que quand on... C'est spécial, quand on est financièrement dans une situation financière difficile, les gens ont tendance à ne pas en parler. Ils se rétractent, culpabilité. Ils se renferment vers eux autres mêmes. Exactement. Puis, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a moyen de se faire aider par des gens qui ont des connaissances. Par toi. Par moi. Ou tout simplement en se renseignant auprès des gens qui ont déjà réussi. D'aller voir monsieur, madame, tout le monde, ton cousin, ton frère,
qui est au même stade que toi, c'est pas nécessairement... Qui ne sont pas des spécialistes dans le domaine. Pas des spécialistes dans le domaine, ou qui n'ont pas réussi à prouver qu'ils sont capables d'y arriver, qui te donnent plein de conseils, puis que finalement les conseils pourraient être intéressants, mais qui ne sont pas appliqués chez eux. C'est une question à se poser. D'aller voir des conseillers. Déjà, à la banque, généralement, tu en as qui sont disponibles, qui sont offerts avec le fait que tu payes des frais d'intérêt. Des frais d'intérêt, des frais bancaires, c'est à ça que ça sert à les rémunérer. Ou tu peux aller voir des personnes beaucoup plus spécialisées au niveau des dettes, au niveau de l'investissement, donc tout dépendamment de ce que tu veux faire. Mais toi, justement, par rapport à ces gens-là, par rapport aux gens qui sont dans une situation un petit peu pas le fun, si on peut dire ça comme ça, comment tu peux les aider, toi? C'est quel genre de personnes tu peux aider, puis comment? Ben, moi, ce que je veux faire, en fait, en général, avec l'éducation Cortez, c'est de s'assurer que les gens prennent conscience de leurs revenus par rapport à leurs dépenses. Dès qu'on a déjà fait cette première étape-là, les gens, on s'assoit puis on regarde un peu leur budget. Donc là, on parle du suivi budgétaire. Là. On ne parle pas des ateliers éducatifs dans les écoles ou auprès d'institutions bancaires, parce que j'aimerais ça aller former des gens dans les institutions bancaires. Ce qui est intéressant avec ça, c'est justement... Faites-moi la question. C'est comment tu peux aider les gens, justement? Bien, en prenant conscience, on est capable, justement, de voir qu'est-ce qu'on peut changer. Parce que la seule constance dans la vie, c'est le changement. Et souvent, les changements, c'est pas besoin d'être vraiment négatif. Parce que moi, j'insiste sur les gestions budgétaires. On s'assure pour qu'on ait du plaisir, qu'on ait encore de l'argent pour nous. Il faut se payer soi-même avant de pouvoir tout rembourser. Mais on s'assoit, on établit une séquence de priorités, des objectifs qu'on veut avoir. Si tu veux partir en voyage, mais que tu as une certaine quantité de dettes, comment on fait pour pallier les deux? Comment on fait pour mettre de l'argent de côté pour investir? Puis plus on commence jeune, plus c'est facile, surtout quand on n'a pas encore d'enfants, qu'on sait qu'on veut en avoir. C'est une étape de vie qui est souvent difficile, mais qu'on est capable de faire quand on s'y prend tôt. Et en faisant ça, comme je l'ai mentionné, je cherche pas nécessairement à éduquer les parents, je veux juste que les parents prennent conscience que si eux ne font pas de changement dans leur vie, leurs enfants vont être vos enfants, c'est à vous que je parle, vos enfants vont vous suivre. La pomme tombe pas loin de l'arbre. Non, exactement. Et ils voient ce que vous faites. Vous êtes leur modèle, vous êtes vraiment la personne ressource. C'est pas les professeurs. Les professeurs ont tellement d'autres choses à leur apprendre. Le travail en communauté, le travail d'équipe, mais il reste que la présence parentale fait vraiment la différence dans une vie. Exact. Puis, le budget, c'est sûr, c'est un avantage. C'est sûr, c'est quelque chose de pas sexy, de pas le fun, que les gens vont souvent procrastiner. T'as-tu des trucs pour... Simplement, là, tu vois, on termine l'année 2018, on va commencer 2019. C'est tellement le meilleur moment pour commencer un budget, tout simplement parce que tu peux dire, je laisse derrière moi ce que j'ai fait. Je prends en considération qu'il existe, comment je vais faire l'année prochaine pour améliorer ma situation, puis m'assurer d'avoir une meilleure gestion financière. C'est pas compliqué quand on a une volonté, une motivation. Fait que tu vois, quand on fait la gestion, on crée notre budget assis ensemble, la première chose que je fais, c'est pourquoi tu veux créer un budget. Le pourquoi, donc, la raison pourquoi. Le why, le plus important, c'est justement ça que je vais te rappeler parce qu'on fait souvent des suivis. Puis ça, c'est important d'en parler avec d'autres personnes, de dire, hey, je fais un budget, je m'assois à chaque semaine, à chaque 2 semaines. Pour commencer, c'est sûr que faut que tu le fasses un peu plus fréquemment pour prendre l'habitude de le faire. Puis, tu sais, prendre l'habitude, c'est un peu comme faire des arts martiaux. Hein. Tu peux faire plusieurs fois le même mouvement, puis tu te dis, je suis prête à passer à l'étape suivante, mais tu ne l'as pas comme intégré à l'intérieur de toi. Donc, à partir du moment où tu as pris, mettons, 1 mois, 2 mois, 3 mois de faire ton budget, ça se fait beaucoup plus rapidement. Tu te sens plus fier. Puis là, tu vois aussi ton compte augmenter. La progression. La progression. Puis là, c'est sûr que c'est des choix, c'est des motivations, mais de se rappeler le pourquoi on fait ça. Comme premier truc, pourquoi. Puis le deuxième, ce serait quoi? Puis le deuxième, ça serait tout simplement de voir les avantages que tu vas y gagner. Donc, de créer ton budget en tant que tel, ça va te permettre de te sentir plus en confiance. C'est tellement drôle, effectivement. Puis c'est pas juste drôle, c'est la réalité. Tu te dis,
pour une fois, j'ai le pouvoir sur l'argent, c'est pas l'argent qui a le pouvoir sur moi. Puis le lendemain matin, tu peux te dire, hey, j'ai le droit de dormir sur mes deux oreilles au lieu de me réveiller stressée sur comment je vais faire pour payer mes dépenses. C'est fou. Vraiment. Parce que l'argent peut être un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. Effectivement. Et puis c'est tellement drôle parce que comme tu me fais penser à justement quand je fais des conférences au Maxime, souvent il dit ça, mais tu sais, quand on a de l'argent, comment on se sent? On sent bien. Puis quand on n'en a pas, on se sent comment? On se sent pas bien. Exactement. Fait que, ok, parfait. Puis t'aurais-tu un troisième truc sur se structurer ou comment se lancer pour se faire un budget, pour se structurer pour faire un budget? De s'entourer des gens qui en font. Ah, c'est vrai ça. Déjà de leur demander c'est quoi leur truc, comment ils font, quand est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils font à la paye, est-ce qu'ils font où ils le font aussi. Quand tu as des enfants, c'est pas le temps de faire ça en plein milieu de la cuisine. Il y a des chances que tu sois quand même dérangé. Il faut vraiment s'asseoir puis se dire, ça c'est le moment où je m'installe 1 heure de temps pour commencer. Des fois, ça dépend de ta gestion financière, comment tu veux faire ton budget aussi, à quel point il va être détaillé. Mais de choisir le moment, de s'installer et de se renseigner auprès des autres. C'est quoi tes astuces? Parce que une personne qui est très détaillée va le faire d'une façon, mais une autre personne qui fait comme... Il se dit, bon, ben ça, c'est les montants fixes, ça, c'est les montants variables, puis il y a mes dettes. Ça, c'est tel montant que je dois payer. Ou c'est vraiment très détaillé, puis là, on dépose dans les comptes, puis on fait des transferts, on fait des placements. Puis surtout, ça serait ça, vraiment d'en parler. Sortir du tabou financier qui nous cloître comme société. Puis au Québec, l'économie, on peut tellement faire plus. Big time, extraordinairement, vraiment beaucoup plus parce que les gens ne se rendent pas compte, mais le taux d'endettement est vraiment élevé au Québec. C'est plate à dire, ils n'en parlent pas non plus, puis au contraire, les banques vont continuer à donner du crédit tellement facilement. Mais non, effectivement, c'est bon comment tu as dit ça, c'est bien, parce que c'est vrai, on pourrait tellement faire plus, puis ça commence par l'éducation, M. Cortez! Yes! Mais, tu sais, souvent les gens, ils donnent comme excuse, oui, mais j'ai pas d'argent. Je suis pas capable d'en avoir. Il m'en reste plus? Il m'en reste plus, je sais pas quoi faire. Puis, moi, c'est drôle, j'aime bien parler de l'argent caché. Donc, moi, sur mes payes, généralement, ce que je fais, c'est que je demande de faire retirer un certain pourcentage supplémentaire pour que, quand le temps des impôts arrive, je ne paye pas d'impôts et que j'en reçoive. C'est en fait ce qui m'a permis de payer les 3000 derniers dollars qui me manquaient sur ma maison pour pouvoir faire ma mise de fonds. C'est tombé du ciel parce que mon chum et moi, on en avait vraiment retiré beaucoup plus que nécessaire en fonction de notre budget. Puis, en prévision, en fait, ça fait des dizaines d'années qu'on fait ça, en prévision de jamais avoir à payer d'impôts, parce que c'est plate recevoir une facture des impôts, mais c'est encore mieux quand c'est eux qui te remboursent. Wow! C'est effectivement... Puis, tu sais, dans une capsule qu'on a faite récemment dans la compagnie, on a découvert des remises en argent sur les cartes de crédit. Donc, les gens qui ont des dettes avec les cartes de crédit parce qu'ils les dépensent beaucoup, il y aurait avantage d'avoir une remise en argent tout simplement parce que ça va leur donner à la fin de l'année un 250 $ de moins à payer. Je ne pas, mais 250 $ de moins, c'est fun à recevoir. Tout dépendamment du type de carte que tu as. Il y en a qui donnent des 4% sur l'épicerie puis l'essence. Il y en a qui donnent des 2% sur les catégories de dépenses de ton choix. Dans mon cas, c'était des factures récurrentes. Donc, tu payes Netflix, tu as de l'argent qui rentre. T'as un cashback. T'as un cashback qui te revient. Tu payes tes cours mes cours de Kung Fu, par exemple. J'ai 2 $ qui me revient à chaque paiement qui se fait. Donc, c'est de l'argent qui revient, qui apparaît pas, mais qui te permet de rembourser ta carte. C'est des astuces comme ça. On a aussi les frais bancaires. Quand tu t'assois et que tu prends la peine de regarder le frais bancaire, ça fonctionne selon le nombre de transactions. Puis là, avec l'instantanéité aujourd'hui, on veut virer de l'argent tout de suite à telle personne avec des frais de 1 $. Puis, il existe une solution qui est gratuite. C'est quoi? Mais qui prend 2 à 3 jours ouvrables. Explique. En fait, c'est envoyer de l'argent par courriel. Donc, au lieu de virer de l'argent automatiquement puis que ça se coûte un frais de 1 $ avec un virement Interac, ben c'est, tu avertis ta personne si elle n'est pas pressée de recevoir l'argent, tu lui dis, regarde, voici la confirmation, je viens de t'envoyer le montant d'argent que tu me demandes,
mais ça vient de t'enlever probablement si tu en fais régulièrement. Moi, j'en fais régulièrement, c'est fou, là. Fait que, tu sais, peut-être que quand tu as besoin que ça soit instantané, ça va, mais quand il y a moyen de faire en sorte que l'argent... 2-3 jours, c'est pas la fin du monde. Là. Exactement, donc ça vaut la peine. Puis les banques se font un plaisir de te charger des frais transactionnels et toi, tu les dépasses. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas utiliser les cartes de crédit pour ne pas s'endetter. Oui, parce qu'ils ont une mauvaise gestion des cartes de crédit, parce qu'ils ne s'assoient pas pour faire leur budget régulièrement. Mais les cartes de crédit, ça a quand même l'avantage de diminuer le nombre de transactions dans ton compte chèque. Ce qui fait en sorte que si tu as un compte chèque avec 12 transactions, ou illimité, mais que tu payes 23 $, c'est pas bête, ça. C'est 23 $ par mois, là, ça paraît pas, mais à la fin de l'année, ça fait quasiment 500 à 600 $ de moins dans tes poches pour des frais pour la banque. Donc, il faut s'asseoir, regarder le nombre de transactions. Ce qui est fun avec les banques, c'est qu'ils offrent souvent des forfaits. Moi, j'ai le bonheur de payer 0 frais de transaction. Wow! Donc, vous pourrez faire le suivi. Est-ce que je dévoile c'est où? Prochaine vidéo, un exact! Mais moi, je ne paie aucun frais de transaction avec la banque avec laquelle je suis. Quelle banque que t'es? Avec Tangerine. Ah, boum! Alors, tu sais, ils n'ont pas de panier, d'édifice fixe en tant que tel, mais je fais juste des transactions électroniques, je n'ai pas besoin d'aller retirer. Puis quand j'ai besoin de retirer, ça, c'est des gens, ils vont au guichet automatique régulièrement pour avoir de l'argent. C'est un frais de transaction. Ah, c'est tellement des frais, c'est fou. Là. Quand je vois des 3 $, des 4 $, c'est comme oh my gosh, mais t'es mal pris, t'as comme pas le choix. Fait que là, ils savent. T'es mal pris, t'as pas le choix, mais les gens, est-ce qu'ils savent que quand ils font un achat dans un magasin, il y a moyen de retirer de l'argent supplémentaire? Souvent, les épiciers l'autorisent. Ils vont pas charger... Non, parce que tu fais déjà une transaction, donc t'en fais 2 en une. Puis souvent, je pense à une certaine personne qui me répète souvent « Ouais, mais c'est rien qu'1 $. » Puis là, je m'assois à côté de lui et je dis « Ouais, mais regarde, c'est $1 là, $1 là, $1 là, $1 là, 15 $ là. Moi, je peux faire d'autres choses avec ça. » C'est vraiment, là, puis calcule-le sur 52 semaines ou 365 jours. Regarde le nombre de $1 que tu as payé. Juste les cafés, c'est bête, là, mais des gens qui se disent « Ah, j'ai pas d'argent pour telle affaire », mais qui vont chez Tim Hortons à tous les matins. À tous les matins, puis tu te dis, si tu achètes ton café Tim Hortons, puis tu te le fais à la maison, tu vas rentrer dans ton argent beaucoup plus rapidement. Exact. Puis c'est ça qui est fun, c'est que les astuces n'ont pas besoin d'être pénibles. Tu vas toujours l'avoir, ton café. Il faut juste que tu te lèves une minute de plus pour le faire. C'est tout. C'est tout. C'est vraiment simple. C'est vraiment, vraiment pas compliqué. Puis, tu sais, j'en ai plein d'autres. J'ai les abonnements que tu n'utiliseras pas là, le temps. C'est l'année des résolutions qui va commencer. Ouais, avec les gyms. Avec les gyms. Si tu penses que tu vas pas y aller pendant toute l'année, prends-toi un forfait mensuel puis arrête-le quand il y va plus. Soyons honnêtes. Effectivement. Il y a aussi... ça, c'est le top. Vas-y. Surtout avec la période de temps des fêtes en ce moment. Vas-y. Va pas dans un magasin si t'as pas d'argent. Si t'as pas besoin de quelque chose, juste pour voir. C'est s'assurer de sortir de là avec quelque chose que tu n'as pas nécessairement les moyens de te payer dans l'immédiat. Et t'aurais-tu un dernier point pour les gens à la maison? Absolument. En fait, c'est de comparer les prix. Tu as beau dire que la qualité chez IGA, elle est meilleure. Chez Métro, on peut dire que par rapport à une autre épicerie, il y a toujours comme une certaine qualité qui se fait. Mais de comparer les prix, de se dire, je pourrais aller à tel endroit, c'est 2 fois moins cher, temps spécial, ou de tout simplement partir avec les circulaires. Puis ça prend un travail de gestion, ça prend une certaine discipline. Mais si on part avec les circulaires, on s'en va juste dans un endroit spécifique, Walmart ou Maxi, où il y a des compagnies des fois qui accotent les prix de leurs concurrents. Et ça, c'est pas être cheap. C'est brillant financièrement. C'est d'être capable de sauver de l'argent. J'adore comment tu as dit ça. C'est pas être cheap, être brillant financièrement. C'est de réussir à faire en sorte que la même personne qui achèterait exactement les mêmes produits que toi en arrière de toi, qui va peut-être dire « Wow, c'est long parce que tu montes tes dépliants », ben lui, il va payer 50 $ de plus sur son épicerie parce que il veut pas faire cet effort de sauver de l'argent. Tant mieux s'il y a les moyens financiers de le faire, mais est-ce que vous avez les moyens financiers de le faire? Exact. Ou combien d'argent, tu sais, comme que je dis souvent justement aux gens, l'important c'est pas combien d'argent vous avez fait dans une année, mais combien vous êtes capable d'accumuler. Donc,
éviter ou faire en sorte de stratégiquement pas aller à des endroits pour être en mesure d'aller dans d'autres où est-ce que ça va nous revenir moins cher sur le long terme? Combien d'argent ça vous permet d'accumuler, de mettre de côté et puis de le faire fructifier? Vraiment, mais c'est ça, c'est d'appliquer des stratégies qui demandent du temps et de l'effort au début. Une fois que c'est intégré, une fois qu'on a pris l'habitude, c'est vraiment... on s'en rend même plus compte. C'est quoi la mission de M. Cortez? Ben, notre mission à nous, c'est d'enlever le stress des gens au niveau de la finance. Parce qu'on s'entend que la finance, c'est un élément qui pèse très lourd. Souvent, il y a des séparations de couple. Dépression, la perte des maisons. Puis au niveau des émotions, souvent, on se dit « Oh, mais j'ai pas d'argent. Oh, je serai jamais capable. Oh, comment je vais y arriver? » On tombe dans des mauvais patterns. Exactement. Puis le but d'Éducation M. Cortez, c'est de justement permettre aux gens de s'enlever ce stress, de ne pas tomber en dépression parce qu'ils vont avoir pris l'avantage sur l'argent. Ils vont avoir dit « C'est moi qui vais te contrôler, c'est pas toi qui vas me rendre malade. » Mais c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on sache dès notre plus jeune âge. Effectivement. Puis, souvent, les gens ils disent comme quoi c'est trop demandant, c'est trop difficile d'essayer d'enseigner ça à leurs enfants. Alors ils ont la chance à tous les jours de le faire. Ils payent leur compte. Bien, assis-toi avec moi. Il va dessiner à côté, mais il va devoir faire les comptes de banque. Puis indirectement, il le voit, il l'absorbe sans même que les parents s'en rendent compte. Donc, tant qu'à le faire, puis de le faire n'importe comment, faites-le d'une façon structurée que votre enfant va pouvoir en bénéficier aussi. Oui, puis votre enfant souffre aussi de votre stress. Même si vous essayez de le cacher, c'est brillant un enfant, ça le voit quand ça va pas bien. Ça le ressent. Ça le ressent, puis ça vient te chercher, puis après ça, il vient te voir, est-ce que t'es correct, maman, t'es correct, papa? Puis, oui, c'est correct. Ben, au lieu de dire, oui, c'est correct, papa et maman, mettons, on a de la difficulté. Mais tu sais quoi, on va trouver une solution, puis on va y arriver. Ça crée justement une pensée positive sur la manière d'avancer. C'est ça qui arrive au Québec. On a cette tendance à vouloir toujours rester en arrière, dire on ne sera jamais capable, à se plaindre, quoi, finalement. Et le but, c'est de passer par-dessus ça. Puis en passant par-dessus ça, une fois qu'on l'a fait avec une personne, vous êtes automatiquement gagnant parce que vous vous sentez mieux. Même si votre argent ne rentre pas aussi vite que ce que vous voudriez, parce que vous avez quand même vos dépenses, vous vous sentez mieux. Ben oui. Plus à l'aise, plus en contrôle, ça va paraître sur tous vos aspects de votre vie par la suite. Yes. Et pour terminer, le but de ton jeu de cartes, c'est quoi? Quel est le message à travers ton jeu de cartes? Moi, avec le jeu de cartes, c'est en fait une partie de l'information, c'est devenez l'as que vous êtes déjà ou que vous savez être. Okay? Je recommence. Devenez l'as que vous savez être. Donc, vous savez que vous êtes capable de tout faire pour vos enfants, entre autres. Et quand on construit un château de cartes, souvent c'est un peu complexe. Des fois, ça prend du temps, ça prend de l'équilibre, ça prend un environnement contrôlé, comme faire son budget. Et ce qui est chouette, c'est qu'une fois qu'on a les atouts, ou les cartes comme les as que j'ai ici, que j'installe à la base de mon château, on est capable... Il y a des moments aussi plus difficiles que d'autres. Faut-tu que... Non. Faut que ça tienne en premier. Faut que tu aies une base solide. L'analogie derrière ça... C'est facile debout, mais je vais faire ça comme ça, un peu plus loin. Voilà. Donc, quand on crée une base solide avec nos cartes... Fais-moi donc ça. Yes! C'est bon. Voilà. Donc, voyez-vous, j'ai demandé de l'aide. En plus, on va y arriver. On les a bâtis à pu finir tout à l'heure. Bon, boum. Là. Donc, souvent, il y a des gens, pas celle-là. Je veux le Joker. Il est le Joker. Pourquoi le Joker? Pourquoi le Joker? Parce que souvent, on croit que c'est une farce, que c'est une attrape. On va payer, mais on va pas y gagner. Mais quand on prend la peine de passer par-dessus les préjugés, le roi et la reine que vous êtes vont pouvoir être au sommet de leur gestion financière. Et quand bien même le château s'écroulerait une fois, 2 fois, 3 fois, vous avez tous les outils, si je peux y arriver,
Bon. Vous avez tous les outils pour pas rester un 2 de pique. Rester un 2 de pique dans la gestion financière. Mais ça, vous ne l'êtes pas parce que vous êtes le roi et la reine au sommet puis vous avez été capable d'aller chercher votre aide. Puis si jamais, à cause de vos problèmes financiers ou de peu importe, vous vous sentez comme un petit 2 de pique, mais vous avez une éducation M. Cortez pour vous faire sentir comme un roi ou une reine. Oui, puis moi, je ne vends pas de services financiers. Donc, c'est ce qui me distingue d'un conseiller financier ou des banques. Moi, ce que je fais, c'est que je vous enseigne la base de la gestion financière et tous les produits qui peuvent vous être offerts, toutes les questions que vous pouvez avoir. Moi, je vous explique qu'est-ce que c'est pour que la journée où vous allez vous asseoir devant un conseiller financier ou un banquier, vous sachiez exactement ce que vous avez besoin, pas ce que lui voudrait vous donner. Ou vous vendre. Ou vous vendre, parce que c'est plate comme ça, mais ils ont des quotas à atteindre au niveau des ventes. Et l'objectif pour eux, c'est de faire de l'argent, mais pas de nécessairement vous rendre au sommet. Donc, c'est l'objectif. Parfait. Où est-ce que les gens peuvent te rejoindre, te suivre ou rentrer en contact avec toi? Alors, le meilleur moyen, ça va être par les réseaux sociaux ou par mon adresse courriel. Donc, Manon, @éducation, M comme Manon, Cortez, CORTES.com. Sinon, par les réseaux sociaux sur Facebook avec Éducation M. Cortez. Et YouTube, donc on a une chaîne YouTube avec différentes vidéos qui vont s'ajouter au fil du temps. Donc c'est les meilleurs moyens de me rejoindre. On a le compte Instagram qui est en développement aussi, donc à vous de nous suivre. Et j'ai un compte LinkedIn aussi, donc je suis les 4 parce que c'est 4 domaines différents, 4 types de clientèle différentes et je cherche à rejoindre le plus de monde possible pour faire en sorte que tout le monde devienne l'as qu'il sait être. Boum! Oui. Alors, merci beaucoup, Manon. Merci beaucoup. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires, inscrivez-les dans la boîte de commentaires plus bas. Ça va nous faire plaisir à moi et à Manon de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. Alors, encore une fois, merci beaucoup, Manon, de tes trucs, de tes astuces et de tes stratégies au point de vue financier. Et c'était Christopher Salador, votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde!